Merci, monsieur le modérateur, cher maître, de me passer la parole. Je voudrais remercier la Société camerounaise de pédiatrie pour l'opportunité de présenter à ce 4e webinaire mensuel de pédiatrie. Il m'a été demandé de parler de la prise en charge des états de mal épileptiques convulsifs chez l'enfant et particulièrement de proposer un algorithme de prise en charge pour les services de pédiatrie au Cameroun. Je n'ai aucun conflit d'intérêt pour cette présentation et les objectifs se déclinent ainsi qu'il suit. Premièrement, donner une définition opérationnelle d'état de mal convulsif. Deuxièmement, décrire la séquence thérapeutique selon l'algorithme proposé. Troisièmement, maîtriser les posologies pédiatriques des anticonvulsivants utilisés. Et puis enfin, décrire les étapes de l'éducation thérapeutique pour l'administration de diazépam en intrarectal. Pour atteindre ces objectifs, nous allons parcourir le plan suivant. Après une définition, nous présenterons les mesures générales et la conduite pratique avant d'envisager l'éducation thérapeutique et nous terminerons notre présentation par une conclusion. L'état de mal convulsif se définit soit comme étant une crise convulsive d'une durée supérieure à 5 minutes ou alors la survenue de 2 crises ou plus en 5 minutes, sans retour complet à l'état de conscience basal entre les crises. C'est une urgence médicale absolue qui va nécessiter une prise en charge immédiate. Les buts de la prise en charge seront tout d'abord d'apporter les premiers secours, puis de stopper la crise. Ensuite, il sera question de traiter le ou les facteurs étiologiques, de prévenir et traiter les complications et enfin de prévenir les récidives. Les gestes de premier secours à faire comporteront noter l'heure du début de la crise, assurer la liberté des voies aériennes, nous verrons tout à l'heure comment, desserrer les vêtements, protéger le patient des traumatismes et des chutes, et dès que cela est possible, l'installer en position latérale de sécurité. Ce qu'il ne faudra pas faire lors d'une crise, c'est d'introduire des objets dans la bouche, qu'il s'agisse du doigt, d'une cuillère, d'un abaisse-langue, chose que nous voyons souvent les parents rapporter. Ne rien donner à boire pendant la crise, huile de palme, de médicaments, de palmiste, de miel, etc. Ne rien faire inhaler, l'alcool, les oignons, de la fumée, etc. Et ne pas tenter d'arrêter la crise en immobilisant l'enfant de force. Les mesures générales se conduiront selon l'ABCD. A pour Airways, donc la liberté des voies aériennes ainsi que leur protection devront être assurées. Il peut y avoir un risque d'obstruction des voies aériennes par la chute en arrière de la langue, d'où l'intérêt de la position latérale de sécurité. Les sécrétions ou le contenu gastrique en cas de vomissement peuvent également entraîner une inhalation dont il faudra sécuriser cet aspect également. Le B viendra donc pour breathing, c'est-à-dire la respiration, dont il sera question dans un premier temps d'évaluer l'efficacité en mesurant, en chiffrant la fréquence, en déterminant les signes de lutte, en auscultant, en recherchant une cyanose et en mesurant la saturation en oxygène. Il faut dire que l'administration d'oxygène est souhaitable parce que l'hypoxie va constituer ce qu'on appelle une axos, donc une agression cérébrale secondaire. Il faudra également prévoir une assistance ventilatoire, soit par ventilation au ballon, au masque, soit par une intubation, si la respiration
devenait inefficace ou absente. Le C, c'est pour circulation. Donc, il sera question ici d'évaluer la perfusion et l'hémodynamique à travers donc la mesure de la fréquence cardiaque, la palpation des pouls périphériques et centraux, la mesure de la pression artérielle et du temps de recoloration cutanée. Il faudra obtenir rapidement un accès vasculaire, soit une voie veineuse, soit une voie intra-osseuse, le plus rapidement possible pour l'administration des médicaments. Il faudra traiter énergiquement l'hypotension si elle survient, en administrant donc des liquides dans le cas d'un remplissage vasculaire, voire des amines vasoactives si nécessaire. Le D pour disability ou déficit neurologique permettra d'évaluer le niveau de conscience par le score de Glasgow ou de Glasgow modifié, de mesurer la glycémie capillaire immédiatement dès l'arrivée du patient, car l'hypoglycémie est également une axos fréquente qui doit être corrigée sans délai. L'examen neurologique évaluera également la taille et la réactivité des pupilles. Les mesures générales évalueront enfin le E pour exposition. Il s'agira ici de déshabiller l'enfant pour un examen complet du corps à la recherche de signes de traumatisme ou d'éruption cutanée à type de pétéchie ou de purpura. Il faudra également prévenir et traiter énergiquement toute hyperthermie car elle aggrave les convulsions et les lésions cérébrales. La conduite pratique du traitement débutera dès la 5e minute de crise et dans cet algorithme correspondra donc à la minute 0. Il conviendra de débuter une première ligne du traitement anti-épileptique. Si l'on n'a pas de voie veineuse périphérique, nous préconisons de débuter le traitement par du diazépam en ampoule injectable 10 mg dans 2 ml à raison de 0,5 mg par kg, soit 0,1 ml par kg à administrer en intrarectal sans dépasser 10 mg, c'est-à-dire une ampoule. Il conviendra, dans ce cas, de ne pas diluer le diazépam. Si la voie veineuse périphérique est disponible et que nous sommes à l'hôpital, en milieu hospitalier, le diazépam pourra être administré en intraveineuse lente à la dose de 0,2 à 0,3 ml par kg, en IV lente, soit sur 3 à 5 minutes. Il conviendra dans ce cas de diluer les 2 ml de diazépam dans 8 ml de sérum physiologique pour obtenir une solution de concentration 10 mg dans 10 ml. Si au bout de 5 minutes, après la première administration de diazépam, la crise persiste, on a déjà alors une voie veineuse périphérique ou une voie intraosseuse, nous recommandons d'administrer du clonazepam en ampoule injectable 1 mg dans 1 ml à la posologie de 0,05 mg par kg en IV lente, c'est-à-dire sur 5 minutes, sans dépasser 1 mg, c'est-à-dire une ampoule. Il conviendra de diluer ce millilitre de clonazepam dans 9 ml de sérum physiologique pour obtenir une concentration d'1 mg dans 10 ml. Ou alors, en l'absence de clonazepam, nous préconisons d'administrer une deuxième dose de diazépam, cette fois-ci en intraveineuse, à 0,2 à 0,3 ml par kg, en 3 à 5 minutes, en ayant procédé à la dilution comme précédemment. Au bout de la 10e minute, si les crises persistent, il est alors temps de débuter une deuxième ligne du traitement antiépileptique et d'alerter le service de réanimation. En première intention,
nous préconisons l'administration du phénobarbital injectable à la posologie pour les moins de 2 ans de 20 mg par kg et pour les plus de 2 ans de 15 mg par kg, sans dépasser un maximum de 600 mg par dose. Cette posologie de phénobarbital sera administrée en intraveineuse lente diluée dans du sérum salé, à passer en 15 minutes. En deuxième intention, et s'il est disponible, nous préconisons le lévétiracétam injectable à raison de 40 mg par kg, sans dépasser 2,5 g par administration, en intraveineuse lente à passer en 15 minutes, ou encore, en troisième intention, si elle est disponible, de la phénitoïne injectable à raison de 15 mg par kg en intraveineuse lente, diluée dans du sérum physiologique. Attention, car la phénitoïne précipite avec le sérum glucosé, donc uniquement dans du sérum physiologique, et à passer en 15 minutes, sans dépasser un maximum de 1 g. Si au bout de 15 minutes, les crises persistent, nous sommes à la minute 25 de notre prise en charge, il faut continuer le traitement antiépileptique par une troisième ligne. Et dans notre contexte, nous recommandons en première intention du lévétiracétam injectable à 40 mg par kg en intraveineuse lente à passer en 15 minutes. Il faut dire que dans ce scénario, il est recommandé d'utiliser un antiépileptique différent de celui utilisé lors de la deuxième ligne. C'est pour cela que nous mettons en première intention le lévétiracétam. Mais, en cas d'indisponibilité du lévétiracétam, nous recommanderons en deuxième intention du phénobarbital injectable, encore, en demi-dose cette fois-ci, soit 10 mg par kg pour les moins de 2 ans et 7,5 mg par kg pour les plus de 2 ans, sans dépasser les 600 mg bien sûr, et en nivellante diluée dans du sérum salé, à passer en 15 minutes. En troisième intention, enfin, la phénitoïne, aux mêmes posologies qu'évoquées précédemment. Si à la 40e minute, on a une persistance des crises, cela veut dire que le pédiatre est dépassé et que le malade doit être transféré en réanimation. Il faut noter que tout au long de cette prise en charge, on va surveiller de manière rapprochée, c'est-à-dire toutes les 15 minutes, les constantes vitales, fréquence cardiaque, fréquence respiratoire, saturation en oxygène et pression artérielle, et monitorer les convulsions. Tout au long de cette procédure également, on préviendra et prendra en charge les axos, c'est-à-dire les agressions cérébrales secondaires d'origine systémique que sont l'hypoxémie, l'hypotension artérielle, l'hypo- ou l'hyperglycémie, l'hyperthermie, les troubles ioniques, en particulier l'hypo, mais aussi l'hypernatrémie, et bien sûr l'acidose. Concomitamment, il faudra faire la prise en charge étiologique, paludisme grave, méningite, encéphalite. Et en cas de traumatisme crânien, une tomodensitométrie cérébrale devra être réalisée dans les plus brefs délais et requérir un avis neurochirurgical. Il est un cas particulier qui est celui de l'état de mal convulsif chez un enfant épileptique connu. S'il s'agit d'un oubli du traitement antiépileptique que nous abrégeons ici TAE, il faudra continuer le traitement antiépileptique de fond, s'il le faut, par sonde nasogastrique. Sinon, on préférera en deuxième ligne et en troisième ligne plutôt l'administration de lévétiracétam. Si le lévétiracétam n'est pas disponible, on va donner le phénobarbital qui est efficace, ce n'est pas là le problème, mais en sachant que du fait de son effet inducteur enzymatique, il risquera de déséquilibrer, n'est-ce pas, le traitement antiépileptique en cours. Quelles sont les indications du traitement d'entretien chez l'enfant? C'est l'utilisation d'un anticonvulsivant de deuxième ligne, 3 crises ou plus sur une période de plus de 24 heures, des signes neurologiques focaux persistants,
des traumatismes crâniens présents ou suspectés et une épilepsie connue ou suspectée. Quelle sera la durée de ce traitement d'entretien? Elle sera de manière standard de 48 à 72 heures. En cas de traumatisme crânien grave, elle pourra s'étendre jusqu'à 7 jours. Voici, chers participants, cet algorithme résumé. Et nous allons donc essayer de le parcourir. En cas de convulsion supérieure à 5 minutes ou d'au moins 2 crises sans reprise de la conscience intercritique, nous sommes en présence d'un état de mal épileptique convulsif débutant. Il sera question de noter l'heure des débuts, de desserrer les vêtements, de ne rien mettre dans la bouche et de débuter la prise en charge de la minute 0 par le diazépam par voie intrarectale comme préconisé précédemment. Parallèlement, il faudra mettre le patient en position latérale de sécurité dès que possible, évaluer les fonctions vitales selon l'ABCDE, comme expliqué précédemment, et monitorer toutes les 15 minutes les constantes vitales, la conscience et les convulsions. De l'autre côté, il faudra immédiatement faire une glycémie capillaire au lit du malade, poser une voie veineuse ou intra-osseuse rapidement avec du sérum glucosé et des électrolytes, corriger une éventuelle hypoglycémie avec du sérum glucosé à 10% et administrer de l'oxygène pour maintenir une saturation supérieure à 94%. Dans le même temps, concomitamment, il faudra prélever pour un bilan étiologique. Dans des convulsions avec fièvre, le bilan étiologique minimal dans notre contexte sera la recherche du paludisme par un test de diagnostic rapide du paludisme et une goutte épaisse, l'analyse cytobactériologique et biochimique du LCR, la bandelette urinaire, éventuellement le CBU, l'hémoculture, et pour mesurer le retentissement, une numération formule sanguine et une CRP. Dans un état de mal convulsif sans fièvre, il faudra avoir un ionogramme sanguin avec une calcémie, une magnésémie et une glycémie bien sûr, et en cas de traumatisme crânien grave, une tomodensitométrie cérébrale sans injection. Au bout de 5 minutes, s'il y a persistance des crises, deux situations. On n'a toujours pas de voie veineuse, alors on repart avec du diazépam en intrarectal. Si on a une voie veineuse intra-osseuse, nous préconisons en première intention du clonazépam, Rivotril. Ou si on n'en a pas, une deuxième dose de diazépam, mais cette fois-ci en injectable. La persistance des crises 5 minutes après cette deuxième dose de benzodiazépine va motiver ou indiquer le passage à la deuxième ligne qui, comme nous l'avons expliqué, se fera en première intention avec du phénobarbital injectable, deuxièmement avec du lévétiracétam ou alors en troisième intention avec de la phénitoïne. La persistance des crises 15 minutes après le début de la deuxième ligne va nous amener à débuter la troisième ligne, chaque fois que ce sera possible avec une molécule autre que celle utilisée en deuxième ligne. Et donc en première intention, ce sera le lévétiracétam ou alors le phénobarbital en demi-dose de charge ou alors la phénitoïne. Et la persistance des convulsions 15 minutes après le début de la troisième ligne imposera le transfert du patient en réanimation pour un état de mal convulsif réfractaire. Il faut dire que parallèlement, on fera le traitement étiologique et la prévention des axos, c'est-à-dire des agressions cérébrales d'origine systémique secondaire. À l'arrêt des convulsions, 3 situations. Il y a un réveil plus ou moins rapide, il faudra donc discuter le traitement d'entretien. Il y a un coma persistant, le malade est transféré en réanimation avec un traitement d'entretien et un EEG dès que possible. Et il y a une sédation, mais une réapparition des crises après une sédation initiale. Si les crises resurviennent, réapparaissent, plus de 6 heures après
le traitement, il faut reprendre la séquence de l'algorithme depuis le début. Mais si les crises reprennent avant la 6e heure, alors il faut reprendre l'algorithme à l'étape où on s'est arrêté. Donc si on était en fin de première ligne, par exemple, et qu'il y a une recrudescence des crises dans les 6 heures, il faudra débuter une deuxième ligne. Si on était en deuxième ligne et qu'il y a une recrudescence des crises dans les 6 heures, il faudra passer en troisième ligne, etc. Dans tous les cas, avant la sortie de l'hôpital, il faudra éduquer les patients à l'utilisation de Valium en intrarectal à domicile, car c'est une mesure salvatrice fondamentale dans notre contexte où nous n'avons pas de chaîne de survie préhospitalière. Et les parents devront donc être assistés à cette prise en charge. Avant donc la sortie d'hospitalisation, il faudra expliquer la conduite à tenir à domicile en cas de récidive des crises. Toujours avoir le réflexe de prendre la température rectale pour savoir si on est dans une crise plutôt en contexte de fièvre ou pas. Il faudra former les parents et le personnel qui garde l'enfant, la nounou, les grands-parents, etc. À l'utilisation du diazépam par voie intrarectale, et c'est ici le rôle non seulement du médecin, mais aussi des équipes soignantes. Les infirmiers, les résidents doivent être capables de former les parents à l'utilisation du diazépam intrarectal. Alors, quel est le matériel pour cette éducation thérapeutique? Il s'agit d'une seringue de 2 ou de 5 millilitres, d'une compresse ou d'un bout de tissu, ce n'est pas besoin d'être d'une compresse stérile, d'une ampoule de diazépam, habituellement 10 mg dans 2 ml, mais nous recommandons fortement du Valium en spécialité, si cela est possible, bien sûr. Et puis, il y a la canule rectale, qui est souhaitable, mais non indispensable. Alors, qu'allons-nous faire? Nous allons, avec une compresse donc placée derrière l'ampoule, appuyer au niveau du point bleu pour casser l'ampoule, n'est-ce pas, sans se blesser. Ensuite, on va prélever en fonction du poids de l'enfant. Si l'enfant a moins de 10 kg, ce sera une demi-ampoule ou 1 millilitre. Si l'enfant a plus de 10 kg, ce sera une ampoule ou 2 millilitres. Après avoir prélevé ainsi le diazépam, on va rajouter dans la seringue une bulle d'air. Cette bulle d'air aura pour effet, lors de la purge, n'est-ce pas, dans l'anus, de propulser le médicament hors de la seringue et de la canule rectale, comme pour flusher, puisque on ne dilue pas le diazépam lors de l'administration intrarectale. Il y a donc la canule rectale qu'on va adapter au bout de la seringue. Et puis, on va positionner donc l'enfant en position latérale de sécurité, découvrir la marge anale, insérer la canule dans l'anus jusqu'à la garde de la canule. Si on n'a pas de canule, il faudra insérer tout simplement la petite seringue de 2 ml, elle est comme un suppositoire, l'insérer de 1 à 2 cm en marge anale, et puis faire la purge, retirer la canule et maintenir les fesses serrées pendant 2 minutes. Cette dernière étape est très importante puisque elle va permettre d'éviter que le liquide ne s'échappe. Nous avons donc conçu, et cela pourra être disponible après la présentation, une ordonnance classique de Valium, standard.
avec le nom, le prénom, l'âge, la présentation, le nombre de millilitres et les conditions d'administration, et 2 seringues de 2 millilitres que nous prescrivons avec cela. Et à côté, il y a des consignes, des choses à faire et à ne pas faire en cas de crise. Donc voilà l'ordonnance et les consignes. Notez l'heure du début de crise, sécuriser l'enfant en l'allongeant au sol avec un petit coussin ou un billot sous la tête, écarter les objets dangereux, desserrer la ceinture, aérer la pièce, ne rien mettre dans la bouche, ne rien donner à boire pendant la crise, ne pas faire inhaler de l'alcool. Et si la crise persiste au-delà de 5 minutes, administrer donc du Valium par voie intrarectale sous forme de purge comme indiqué et maintenir les fesses serrées pendant 2 minutes après l'administration. Et dès que possible, mettre l'enfant sur le côté pour éviter tout risque d'étouffement s'il vomit ou s'il salivait beaucoup. En conclusion, nous proposons un algorithme pour les services de pédiatrie au Cameroun selon une approche structurée et progressive. Et il est entendu, bien évidemment, qu'il faut adapter cet algorithme aux ressources disponibles localement. Ne persistons pas sur du Rivotril ou du clonazepam s'il n'y en a pas. Ne persistons pas sur le lévétiracétam. Ne nous désespérons pas si nous n'avons pas de lévétiracétam. Mais dans l'idéal, dans certaines de nos grandes villes, il y en a assez régulièrement. Et ces ressources locales également sont amenées à évoluer. Donc nous devons prendre contact avec les pharmacies de nos hôpitaux, avec le pharmacien du coin, pour lui demander de commander ces médicaments antiépileptiques de l'urgence afin que nous puissions prendre correctement en charge nos patients. Et puis enfin, nous devons avoir localement aussi un réseau d'entraide. On peut demander aux collègues que vraiment nous avons un état de mal, où est-ce qu'on peut trouver tel ou tel autre médicament. Donc il y a des moyens, n'est-ce pas, pour pouvoir améliorer la disponibilité des médicaments localement. Il y a un point important qui est l'éducation des parents et des gardiens à l'administration du diazépam en intrarectal. C'est un point fondamental. Dans un contexte où nous n'avons pas de chaîne de survie préhospitalière, il n'y a pas le SAMU qui va venir vous secourir à la maison, il n'y a pas les pompiers qui vont venir pour vous donner les gestes de premier secours. Donc nous devons informer les parents, le public, la population, la nounou, etc., informer sur ces gestes de premier secours. Et bien souvent, il vaut mieux ne rien faire du tout que d'avoir des gestes inappropriés. Parce que ce que nous voyons dans nos communautés, et je ne sais pas si c'est le cas dans les autres pays de la sous-région qui nous écoutent, nous, on a cette histoire d'alcool. Il faut faire inhaler de l'alcool à l'enfant. On sent que ça va le réveiller de la convulsion. Il faut même mettre la tête de l'enfant dans les latrines, dans les WC traditionnels. Vous imaginez un peu? Dans le WC traditionnel, c'est monoxyde de carbone, le dioxyde de carbone, etc. Chez un enfant qui est déjà en train de convulser, qui est en hypoxie, donc on est délété, on est aggravant. Donc il faut éduquer. Et enfin, au niveau de nos équipes, il faut former les équipes soignantes à l'administration correcte du diazépam en intrarectal, à l'administration correcte du Valium et à l'éducation, à éduquer, n'est-ce pas, les parents pour cette administration. Donc, voilà, mesdames, messieurs, ce que nous avions à vous proposer comme algorithme pour la prise en charge des états de mal convulsifs chez l'enfant au Cameroun en fonction des molécules et des médicaments disponibles. Vous avez là la pancarte qui sera ventilée, voilà, si les gens le souhaitent. Et puis, vous avez là un résumé de l'éducation thérapeutique au Valium avec ce visuel que l'on peut utiliser pour former, n'est-ce pas, nos équipes dans les services, pour former également les parents à l'administration intrarectale du diazépam, un point fondamental.
Donc, mesdames, messieurs, nous sommes arrivés au terme de notre présentation et nous vous remercions pour votre aimable attention en vous laissant avec cette vue aérienne de l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Douala. Je vous remercie.